Salut la communauté des coups critiques, c'est encore moi, Pépé, qui vient aujourd'hui vous présenter un tout doux nouveau jeu. En bien c'est faux, c'est absolument pas un tout nouveau jeu. C'est même un vieux jeu, c'est un jeu de la vieille qui a été mis au goût du jour à de nombreuses reprises, qui a eu de nouvelles éditions à plusieurs reprises, et qui aujourd'hui fait maintenant son apparition sur le marché francophone avec une version traduite par Arkham Asylum Publishing, et je parle de Mutant Year Zero. Qu'est-ce que Mutant Year Zero? Eh bien, c'est un ouvrage quand même assez vieux, si on parle de ses origines. On parle de 1984, il me semble, du jeu. À la base, ça s'appelait seulement Mutant, et c'était le second jeu qui a été publié chez une boîte du nom de Aventirspel. Je suis désolé pour la prononciation suédoise. Et à la base, c'était un jeu qui fonctionnait avec le Basic Role-Playing Game, qui est utilisé comme par exemple dans Call of Cthulhu, c'est-à-dire un dé de pourcentage. Et ça mettait de l'avant des mutants qui tentaient de survivre au jour le jour dans une post-apocalyptique nord-européenne. Grosso modo, on va dire ça comme ça. Il y a eu d'autres éditions. En 1986, il y a eu Mutant 2. Il y a eu même des crossovers avec d'autres jeux qui ont décidé de faire comme une espèce de produit commun. Et finalement, c'est en 2014 que la Free League, comme on connaît, ceux qui font entre autres Alien, ont décidé de lancer une nouvelle édition qui reprenait un peu les bases de l'univers et qui se nomme Mutant Year Zero, traduit pour la première fois en anglais, Role-Playing at the End of Days. C'est un jeu qui, normalement, aurait dû être traduit par les éditions Sans Détour il y a de cela quelques années, mais comme on le connaît, la mésaventure des éditions Sans Détour, c'est n'est que très récemment que finalement la version francophone est arrivée à nos portes. Côté thématique, qu'est-ce qui ressort de ce jeu-là? Eh bien, c'est un jeu post-apocalyptique, un peu à la Fallout, un peu à la Mad Max, beaucoup plus classique, moins, on va dire, c'est pas réaliste à la This War of Mine, des choses comme ça. Non, on reste dans le très flyé avec des bonhommes habillés avec des morceaux de pneus, puis des cheveux rasés avec des studs à la tête qui balancent des chaînes à tout vent. Là, vous voyez un peu le style. Mais tout de même, il y a quelques éléments qui rendent l'univers plus unique que le post-apo moyen. Par exemple, justement, la présence de mutants. Dans le livre de base, les joueurs vont incarner des mutants qui vont, au jour le jour, tenter de survivre dans cet univers chaotique et désolé et utiliser leur pouvoir de mutation pour pouvoir accomplir différentes tâches que l'humain moyen ne pourrait pas faire. Et c'est aussi, il y a un petit côté très nihiliste, très négatif à l'ouvrage où est-ce que, veut pas, à mesure que les personnages utilisent leur pouvoir, eh bien, ils tombent de plus en plus vers une espèce de latence, la mort tranquille qui va les accueillir, alors que les radiations qui émanent de leur corps deviennent de plus en plus dangereuses pour leur santé, et que, éventuellement, malgré toute l'utilité que ces fameux pouvoirs peuvent avoir au quotidien, la mort est la finalité qui viendra nous cueillir tous à la fin de notre existence morne dans une suède post-apocalyptique. Oui, c'est assez négatif. Mais je dis Suède, mais tout de même, le jeu peut se transposer aisément ailleurs. Vous n'êtes pas obligé d'être exclusif dans le territoire européen. Vous pouvez vous créer votre propre petit arche, comme on l'appelle, leur arc, où est-ce que les joueurs vont tenter de grossir leur communauté. Parce que oui, l'aspect communautaire est très important dans l'ouvrage. Il y a un chapitre complet qui porte là-dessus, sur le développement de la communauté, l'exploitation des ressources, le développement des nouvelles capacités, les alliés, les ennemis, et bien sûr, l'exploration. Parce que l'ouvrage met un point d'emphase aussi sur l'aspect très X-Crawl du jeu, où les joueurs peuvent sortir de leur arc et aller se promener un peu partout sur différents hexagones pour essayer de trouver des ressources, de l'eau, de la nourriture, des alliés, et faire des mauvaises rencontres, bien sûr, tomber sur un champ de radiation, etc., etc. Et le DM peut lancer au hasard, en fait, les différents dangers qui pourraient éventuellement survenir dans la gueule des joueurs. Donc, oui, c'est un jeu qui offre, en termes de possibilités thématiques, beaucoup de choses. Autant de quelque chose de beaucoup plus centralisé avec le développement de communauté, mais aussi un grand aspect de voyage, de déplacement, de découverte, et d'essayer de voir qu'est-ce qu'il en retourne dans cet univers qui possède son histoire, mais qui peut aussi être joué, changé et modifié selon le bon désir du DM. Parce que dans l'ouvrage de base, il y a l'explication
de la présence des mutants, la présence des joueurs. Pourquoi est-ce qu'ils sont là? Il y a une espèce de mini-campagne qui est proposée afin que les joueurs puissent découvrir les secrets qui entourent leur existence. Mais c'est absolument pas obligatoire de la faire. Vous pouvez tout simplement jouer vos mutants ailleurs, puis vous vous en foutre complètement. C'est pas plus grave que ça. Côté système de jeu, c'est basé sur le Year Zero Engine, qui est un système de jeu qui maintenant est en espèce de publication ouverte. Vous pouvez le prendre vous-même et l'adapter au jeu que vous voudriez faire avec certaines conditions. La Free League a décidé de mettre ça à disponibilité de tous au besoin parce que c'est un système qui peut être très neutre et adapté à différentes sauces, comme on peut le voir avec les livres de la Free League, que ce soit Alien, Forbidden Lands, qu'on fait Tales from the Loop. Mon Dieu, j'en oublie plein, là, j'en oublie tellement. Là. Le 3/4 de leurs jeux fonctionnent. En fait, je pense que presque tous leurs jeux, One Ring qui va sortir éventuellement aussi est basé en bonne partie là-dessus. Mais tous leurs jeux, il me semble, ça se peut que je sois en train de râler comme des bavards, mais il me semble que One Ring va avoir une petite touche de ça, mais ça se peut que non. Tout simplement pour dire que le système de jeu est adaptable à toutes les sauces. Vous êtes pas, vous pouvez comme trouver sur Internet, sur le site de la Free League, une espèce de document explicatif du système, on va dire son squelette quand il est associé à aucun jeu précis. Mais dans le cas de Mutant Year Zero, comment est-ce qu'il fonctionne? C'est que vous avez plusieurs D6. C'est un système D6 que vous allez lancer un nombre précis selon votre caractéristique, votre compétence que vous utilisez et si jamais vous utilisez des outils particuliers pour accomplir votre action. Pour la caractéristique, ça va être des D6 d'une certaine couleur. Pour la compétence, ça va être des D6 d'une autre couleur. Et pour l'objet que vous utilisez, si vous en utilisez, ça va être aussi des D6 d'une autre couleur. Vous prenez tous ces D6-là et vous les lancez. Votre but, c'est d'avoir un 6. Si vous avez un 6 sur votre dé, c'est une réussite. Bravo! Et si vous n'avez pas de 6 sur votre dé, eh bien, vous pouvez, si vous le voulez, reprendre le paquet de dés et les relancer. Par contre, maintenant que vous avez relancé les dés une seconde fois, si vous avez des 1 sur des résultats, il se passe des choses négatives, il se passe des effets secondaires, que ce soit l'objet que vous avez utilisé se brise, que vous vous blessez en faisant votre action, que vous tombez dans un pétrin. Bref, il y a une espèce de mécanique de pousser sa chance pour accomplir une action, que si vous ne l'avez pas une première fois, vous pouvez prendre le risque de le faire une seconde fois, mais que si cette fois-ci vous ne l'avez pas, il va se passer des choses assez terribles, merci. Et ça, c'est une mécanique que j'apprécie énormément dans un jeu où le seuil de difficulté est relativement unique, dans le sens que c'est avoir un D6. C'est pas comme une variable échelonnée sur une échelle d'entre 0 et 20 où le DM va dire « Ah, il te faut 12 » ou « Il te faut 14 ». Non, il te faut un 6. Donc, le fait de pouvoir relancer ses dés, s'il n'y a pas de réussite une première fois, ça permet d'avoir une espèce de jeu de comme oh, est-ce que je vais l'avoir ou non, oh, il va se passer des choses et tout. Et ce que j'apprécie beaucoup aussi dans l'ouvrage, c'est qu'il y a on va dire une échelle qui est présentée avec les pourcentages de chance d'avoir un 6. La première fois que vous lancez vos dés selon le nombre de dés que vous avez, et le pourcentage de chance que vous ayez un 6 la seconde fois que vous lancez le même nombre de dés. Donc, ça vous permet de vraiment savoir à quel point est-ce que vous poussez votre chance ou non selon le nombre de dés lancés, en sachant que vous avez 80% de chance d'avoir un 6 une deuxième fois, bien là, vous vous dites « je pourrais essayer quand même. » Le pourcentage de chance que j'ai échoué est quand même pas si élevé, et pourtant, eh bien, ça arrive. Donc ça, c'est vraiment le cœur du système en soi. Il y a des pouvoirs de mutants, bien sûr, qui ont une approche beaucoup plus narrative, selon certains pouvoirs. Ça dépend vraiment du pouvoir, je dirais, mais il y en a qui ont vraiment une description narrative qui vont faire en sorte que les joueurs vont pouvoir, par exemple, se téléporter ailleurs, déplacer de quelques pieds à un autre endroit. Et souvent, ça va coûter, dans le fond, d'autres styles de ressources, qui est comme un peu des points de mutation, en quelque sorte, que les joueurs vont dépenser, et que ils peuvent aussi accumuler à mesure qu'ils font certaines actions au courant de la partie. Et dans le fond, il y a bien sûr des pouvoirs qui sont un peu plus mécaniques, que ce soit des pouvoirs plus offensifs, des choses comme ça. Mais c'est en activant ces pouvoirs et en utilisant que finalement nos personnages finissent par se faire consumer par leur propre radiation, leur propre mutation, et que la mort va éventuellement les cueillir. Donc, il y a comme un jeu aussi à faire à ce niveau-là, de pousser sa chance en lien avec les capacités qu'on a comme individu, parce que je dis capacité, mais les personnages sont tout de même relativement assez limités.
vous n'êtes pas nécessairement des super-héros dans un monde post-apocalyptique, manger un coup de 12 dans la figure va souvent définir, vous mener à votre mort. Tout comme ça peut être aussi simplement un coup de barre à clous derrière la tête aussi. Ça dépend vraiment le type de personnage que vous montez, mais si jamais vous manquez de jus côté corps à corps, eh bien probablement que vous en avez ailleurs, que ce soit dans les méninges ou dans votre capacité de survie dans un territoire hostile. Élément que je veux mentionner si on veut, dans la description du système, que je trouve très cool, c'est que le jeu en soi, tout ce que je viens de vous dire, ce sont le fonctionnement de vraiment Mutant Year Zero, Role-Playing at the End of Days, sauf que le jeu, il existe sous d'autres formes, dans le sens que l'univers dans lequel se déroule, si on veut, la partie, ne se limite pas au simple mutant. Il y a d'autres choses qui habitent dans les Terres désolées. Il y a des animaux mutés, des animaux anthropomorphiques un peu aux formes humaines. Il y a des robots. Il y a même, il semblerait, des humains non mutés qui viendraient de des bunkers souterrains. Et dès le premier livre, si on veut, ça a été un peu teasé, ça a été présenté, mais pas beaucoup, en disant « Ouh, il semblerait qu'il y ait des choses bizarres dans les bois. » Eh bien, ce que j'apprécie beaucoup de la Free League, c'est qu'ils ont sorti d'autres ouvrages qui sont aussi des livres de base, à la manière de celui-ci, mais qui vont aborder ces autres factions. Et ainsi, ça vous permet d'avoir un autre livre de base qui n'est pas, on va dire, celui des mutants, mais vous pourriez par exemple avoir celui de l'Elysium, comme on l'appelle, qui est les humains qui habitent dans des bunkers, ou même celui qu'on appelle aussi Mutant Year GenLab Alpha, qui sont en fait les animaux mutés. Et vous pouvez, dans le fond, avoir vos aventures qui se déroulent dans cet univers qui est une toute autre réalité que ceux des mutants. Le système demeure le même, à quelques exceptions près. Les capacités, on va dire, spéciales ne sont pas des mutations. Ce sont des pouvoirs, que ce soit, par exemple, dans les animaux mutés, ce sont des espèces de pouvoirs animaux que vous pouvez développer avec le temps selon le type d'animal que vous êtes. Et dans celui des humains qui vivent dans des vaults, ce sont surtout des contacts ou des outils que vous avez sur vous qui vous permettent de venir vous sortir du pétrin au moment. Et il y a aussi l'autre livre que je ne possède pas, qui s'appelle Mécatron, qui est celui des robots, que j'apprécie moins un peu parce que je trouve que le système est beaucoup plus compliqué, un peu moins complémentaire aux autres, tout de même, mais il possède sa certaine richesse aussi en termes d'éléments, de possibilités de classes, d'outils, parce que tous ces livres-là ensemble sont compatibles et vous pouvez avoir votre gigantesque gamme de Mutant Year Zero que vous fusionnez ensemble, tous les livres de base pour former un univers riche et foisonnant de possibilités et d'aventures. Autant que vous pouvez vous monter un groupe qui ne serait composé pas seulement de mutants, mais bien aussi d'animaux mutés, de robots et d'humains normaux, et vous tentez tous ensemble de vivre dans votre quotidien et essayer de survivre aux problèmes. Chacun de ces livres de base possède son propre scénario qui explique un peu le mystère entourant l'existence, que ce soit du laboratoire qui a créé les animaux mutés ou les origines du bunker souterrain d'où les humains normaux vivent. Et chacune de ces campagnes-là peuvent également être évitées au besoin. Vous n'avez pas besoin de vous définir à ça seulement. Côté critique de jeu, j'aime beaucoup Mutant Year Zero, j'aime beaucoup le Year Zero Engine. Je trouve que c'est simple, c'est rapide, c'est facile à prendre en main. Je sais pas pourquoi ça m'a pris du temps. Ça m'a pris du temps une fois que je l'avais acheté à le jouer. Je pourrais pas dire pourquoi. On dirait que il fallait que je file pour. Et finalement, c'est un système que j'apprécie énormément. C'est un univers que j'apprécie énormément parce que il aborde énormément de facettes. Il aborde, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, différents types de jeux et d'une manière très efficace, mais également très simple. C'est vraiment pas casse-tête, la compréhension, l'assimilation d'informations, même si le livre est écrit justement en anglais pour cette version-ci que j'ai. C'est un des premiers livres, en fait, anglais de jeux de rôle que j'ai lu et je l'ai passé de bord en bord sans difficulté, même si je ne me considère absolument pas bilingue, parce que c'est très clair. C'est défini, ça va directement au point, c'est strict to the point. Il y a certains ouvrages que je trouve que les auteurs vont un peu s'enivrer dans le dialogue et tout ça, puis dans l'information superflue, alors que dans ces volumes-là, c'est vraiment, on va dire, le nécessaire pour pouvoir comprendre le jeu et le jouer le plus rapidement possible. Tout de même, je trouve que ça peut être un système difficile pour des nouveaux DM parce que je trouve que c'est difficile à jauger le niveau de difficulté qui va être présenté aux joueurs
comme je l'ai mentionné, des personnages peuvent rapidement mourir et je pense qu'un TPK peut survenir très subitement alors qu'on s'y attendait pas et que sur le court terme, ça peut être vraiment ardu de maintenir le rythme parce que tout est difficile, tout est rough, ça va pas bien, c'est la fin du monde, on mange de la merde au quotidien, on tente de survivre et pourtant la difficulté se fait toujours ressentir et des fois ça va demander au DM une certaine adaptation pour suivre le rythme à laquelle les joueurs vont essayer de survivre. Premièrement. Deuxièmement, je trouve que je suis pas nécessairement très fan, surtout aujourd'hui à mesure que les années avancent, je suis pas nécessairement très fan d'un système qui va vraiment pousser les NPC ou les personnages non joueurs à fonctionner exactement de la même manière que les personnages joueurs, dans le sens qu'il y a des stats de personnages dans les ouvrages que les joueurs peuvent rencontrer. Et ils sont définis de la même manière que les joueurs. Et je trouve que ça peut faire beaucoup de choses à gérer pour un DM, surtout avec on va dire des blocs de dés à lancer, à gérer les caractéristiques de certains joueurs, de certaines caractéristiques et tout ça. Tu sais, c'est pas seulement un D20, c'est plusieurs D6 selon la statistique, selon la compétence, selon l'outil. Et je trouve que pour un DM, ça peut être plus rushant, comme essayer on va dire, de fonctionner, de voir comment est-ce qu'un joueur comment est-ce qu'il peut comme jauger et utiliser plusieurs NPC à la fois sans nécessairement se mêler dans ses dés ou y donner comme une certaine fluidité dans le rythme. Je trouve que c'est difficile peut-être à prendre en main pour un DM qui a moins le tour, mais moi je suis pas nécessairement, on dirait que ça me tente pas. Fait que souvent ce que je fais lorsque je joue à ce jeu-là, je vais mettre plutôt un niveau de difficulté plus élevé lorsque vient le temps d'un joueur va faire une action qui va être versus un NPC, mettons. Bien le joueur va devoir avoir plus qu'un D6 pour réussir son action, alors que moi je ne lancerai tout simplement pas de dés parce que ça me tente pas. Puis parce que souvent le NPC va être aussi faible qu'un joueur, fait que lui aussi va mourir d'un seul coup de quelque chose dans la figure. Donc rendu là, c'est à vous de voir, comment est-ce que vous voulez faire. Peut-être que vous êtes bien à l'aise à gérer, si on veut, mécaniquement parlant, les personnages non joueurs de la même manière que les personnages joueurs. Pour ma part, c'est vraiment pas ma tasse de thé, plus maintenant. Mais outre ça, super jeu. Je recommande pour les gens qui voudraient se lancer dans le style, le post-apocalyptique, et qui voudraient essayer autre chose que le D20. Le Year Zero Engine est très facile à prendre en main, a une belle possibilité, des beaux défis, et on va dire une très belle richesse en termes de rejouabilité selon le type d'aventure que vous voulez vivre là-dedans, selon aussi le type de livre de base que vous voulez vous procurer. Bien sûr en anglais, disponible à l'imaginaire, disponible aussi en PDF en ligne, si vous voulez l'acheter seulement en PDF. Pour la version francophone, Arkham Asylum Publishing, je ne le sais pas quand est-ce que, si seulement ça va arriver un jour sur on va dire les étagères québécoises. Sinon en français, ça vient de sortir, sinon vous pouvez vous le faire venir, c'est sûr qu'avec les frais de port, ça va vous coûter cher si vous habitez au Québec, mais on peut pas y faire grand-chose rendu là. Mais comme je vous dis, en anglais, ça se lit super bien aussi. Donc, hey, ça ressemble à ça, c'était ma petite critique sur Mutant Year Zero, un excellent jeu que j'apprécie énormément et que je prends de plus en plus, on va dire, de fun à essayer à mesure que les années avancent et à mesure que je fais des mélanges entre les ouvrages. Et si jamais vous êtes curieux d'en savoir plus, eh bien, vous sachez qu'il y a un jeu vidéo qui est sorti, qui s'appelle Mutant Year Zero Road to Eden, qui est comme un peu de XCOM-like, un jeu de stratégie de combat où est-ce que vous devez gérer une équipe de mutants qui tentent de survivre au quotidien dans, on va dire, dans l'espèce de Suède, Suède post-apocalyptique. Très, très cool jeu, aussi très difficile, un peu comme les ouvrages, je trouve, en termes de mécanique. Les joueurs, on peut rapidement mourir, on peut rapidement tomber KO. Sinon, pour les autres, eh bien, laissez un commentaire. Si vous n'êtes pas abonné, je vous encourage fortement à vous abonner. Ça nous fait toujours plaisir de pouvoir discuter avec des nouvelles personnes qui suivent la chaîne. Et sur ce, on se dit à la prochaine.